Bonjour à tous, merci de votre présence. Comme l'a dit Bernard, je suis philosophe. Beaucoup d'entre vous être médecins, thérapeutes. Notre situation professionnelle nous amène souvent dans des situations un peu différentes, puisque très souvent vous avez des patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils attendent de vous une solution. Pour nous, philosophes, ce n'est pas cette situation que nous rencontrons. Nous sommes face à des gens qui n'ont pas de problème et nous allons poser les problèmes. C'est pour cela que le temps de la philosophie, c'est un temps qui demande du temps. Il demande de s'arrêter, de prendre du recul. Et notre rôle, c'est d'interroger les fondements, d'interroger les certitudes, d'interroger les paradigmes, comme ce mot qui a été utilisé. Je me permets de le définir parce que je vais le réutiliser dans ma conférence. Paradigme, je le définirais comme ça, c'est un ensemble d'affirmations qui apparaissent à une époque donnée, dans une société donnée, comme des évidences sur lesquelles on va s'appuyer pour construire un système de représentation, un système de vérité, un système de croyance. Et donc le philosophe est là pour interroger les paradigmes et nous amener non pas à nous détourner de la vérité, mais la poser de manière plus radicale. Et Bernard a également évoqué mon souhait d'être un pont entre des personnes qui ne se parlent pas, et c'est vrai que la conférence que je vais vous donner ce matin ne s'adresse pas simplement à des gens qui sont convaincus qu'il faut s'ouvrir à d'autres formes de médecine, à d'autres formes de thérapie, mais il essaie de s'adresser à ceux qui le contestent, à ceux qui en doutent, à ceux qui sont suspicieux ou au contraire assez raides sur le sujet. Donc j'essaye de m'adresser à eux pour essayer de tendre la main. Donc il y a certaines choses qui pour vous peut-être relèveront d'une évidence, mais qui pour moi ne sont pas seulement des précautions oratoires, c'est vraiment essayer de dépasser ce quiproquo, cette incompréhension. Et pour cela, je commencerai par deux prémices. La première, c'est que nous sommes tous ici, je le crois, j'en suis sûr, attachés à ce qu'on appelle la science, c'est-à-dire à cet effort qui a été celui de l'humanité, au seuil de la modernité, d'essayer de construire un savoir en raison, avec la rigueur d'une méthode expérimentale, pour ce qui est des sciences expérimentales, et de fonder des pratiques, de fonder des jugements sur le réel, sur les décisions à prendre, sur les moyens thérapeutiques à adopter, qui s'appuient sur une connaissance qui est collective, puisqu'il s'agit de confronter ces travaux à ses pairs, qu'ils puissent être dupliqués, et nous sommes tous très heureux de pouvoir bénéficier d'une médecine scientifique, d'une médecine qui s'appuie sur la science, dans l'état actuel de ses connaissances. Ça, c'est le premier point, et tout ce que je vais dire dans la suite de mon propos ne remettra pas en cause ce premier point, cet attachement. Ma deuxième prémisse est la suivante, c'est que, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, je n'ai aucune envie de céder à ce qu'on appellerait un relativisme en science, c'est-à-dire de considérer que tout n'est qu'une question de point de vue, que chacun peut avoir sa vérité. Refus du relativisme parce que l'idée qu'au fond la vérité ne dépend pas de nous, mais elle dépend du réel, dont on ne décide pas, et elle dépend de la logique. Voilà pourquoi nous ne sommes pas prêts à accepter tout et n'importe quoi, et qu'il y a l'exercice nécessaire de notre part du discernement, d'une hiérarchisation, d'une évaluation, etc. Et c'est aussi l'un des enjeux de cette journée. Toute la problématique qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment penser l'articulation, une relation juste entre une médecine dite conventionnelle, une médecine qui se réfère à une science, et par rapport à toutes sortes de pratiques, de médecine, de disciplines, de méthodes qui ne sont pas ou n'ont pas encore été validées scientifiquement ou ne pourront jamais l'être. Quelle est la relation juste ? Et j'ai beau avoir donné toutes ces prémices tout à l'heure, qui nous invitent à essayer de distinguer ce qui est sérieux et ce qui est fumeux, ce qui est surprenant et ce qui est délirant. Mais pour autant, même si on pose ces deux prémices, on ne sait pas à partir de quoi est-ce qu'on va pouvoir distinguer ce qui est délirant et ce qui est seulement surprenant, ce qui est vraiment fumeux ou ce qui est vraiment sérieux. Comment est-ce qu'on ne risque pas de désigner comme fumeux ce qui est simplement hors du champ de notre analyse, hors du champ de notre paradigme, bref,
comment est-ce que cette expression fumeuse ne serait pas tant quelque chose qui caractériserait l'objet qu'on désigne comme tel, mais plutôt une sorte de masque de notre ignorance. Et donc il y a véritablement un effort de rigueur à faire, d'auto-analyse, d'auto-réflexion qui vont être nécessaires. Le premier point de mon intervention ce matin consiste à poser cette chose qui me paraît évidente, mais elle semble parfois oubliée, c'est que bien évidemment que la médecine dite conventionnelle, elle se veut scientifique, elle s'appuie sur les connaissances de la physique, de la chimie, surtout de la biologie, pour essayer de fonder sa compréhension de la maladie et de la dégradation de la santé, et de proposer ainsi aussi une thérapeutique vis-à-vis de ça. Je me permets de parler de cette médecine-là, de la médecine conventionnelle, parce que pour comprendre notre relation à l'altérité, il faut comprendre la relation à soi-même. Donc si cette médecine dite conventionnelle a toutes les raisons de revendiquer son lien avec la science, en revanche, il y a un danger qui demande à être éviter, c'est de penser que la médecine, au sens conventionnel, ne peut se référer qu'à la science. Alors pour des raisons évidentes, c'est ce qui fait que on dit d'elle que c'est pas seulement une science ou pas une science, mais d'abord un art de la relation, parce que l'être humain qu'on a en face de nous n'est pas seulement un corps biologique, c'est pas seulement une somme d'indicateurs biologiques, c'est une personne avec une conscience, avec une sensibilité, avec une psychologie. C'est pas seulement un être de nature, mais aussi un être de culture, avec un sens des symboles, avec des mythes, avec des croyances. Et médecin ou thérapeute, conventionnel ou non conventionnel, c'est un être humain dans sa globalité, dans sa totalité qu'il rencontre. Il y a un art de l'écoute, il y a un art de l'ajustement, ce que les Grecs appelaient la phrodésie, c'est-à-dire cette intelligence qui se préoccupe du singulier. Un traitement qui va à l'un ne va pas à l'autre. Un traitement que va prendre l'un, l'autre a des résistances, il s'agit de comprendre pourquoi. Bref, un médecin doit s'appuyer sur tout un tas de compétences, de savoir et de savoir-faire qui ne relèvent pas seulement de la science qu'il mobilise. Et donc, par voie de conséquence, si on pense maintenant à la relation à l'altérité, on ne peut pas simplement avoir une posture vis-à-vis de toutes sortes d'accompagnements en pratique de santé qui se dirait « ce n'est pas de la science, donc c'est étranger à nous », puisque précisément, la médecine doit mobiliser toutes sortes de savoirs, de savoir-faire, de compétences qui ne sont pas toujours enseignées en faculté de médecine, et qui peut-être relèvent d'une forme de partage des tâches, parce que les médecins n'ont pas toujours le temps, ni la formation pour pouvoir faire bénéficier à leurs patients de toutes sortes d'accompagnements en vue de la santé, en complément de l'approche purement chimique, mécanique, bref, toutes les thérapies que peut proposer un médecin. Donc, premier élément, toutes les pratiques, toutes les disciplines qui s'intéressent à l'humain et qui ne relèvent pas toujours du scientifique ne peuvent pas être désignées comme nulles et non avenues, parce que la médecine conventionnelle elle-même doit mobiliser des compétences dans ces domaines. Il y a un point un peu plus profond encore. J'ai donné comme titre à ma conférence pour une médecine scientifique, plaidoyer pour une médecine scientifique et une médecine humaniste. Les deux peuvent sembler immédiatement converger, mais pas en réalité si simplement, et beaucoup de penseurs au XXe siècle nous ont amenés à nous montrer. C'est que lorsque la médecine s'appuie, et c'est un de ses points d'appui assez fondamental, sur la science biologique par exemple, et sur les sciences en général, ce que la science moderne produit, elle s'appuie sur une discipline qui objective la nature, qui chosifie son objet. La physique chosifie la nature, la biologie va chosifier le vivant. Et cette chosification, ces présupposés qui vont être les siennes, qui vont lui permettre de faire des progrès incroyables à partir du IXe siècle, présupposés mécanistes, présupposés matérialistes, présupposés déterministes, tous ces présupposés sur lesquels s'appuie la biologie à partir du XIXe siècle pour devenir une science rigoureuse, et sur laquelle va s'appuyer la médecine, eh bien, c'est une discipline qui est en contradiction avec la relation de l'homme à l'homme, de l'homme
à l'homme en tant que conscience, en tant qu'être qui n'est pas simplement un être déterminé, comme être de liberté, comme être symbolique. Et l'un des biologistes qui l'alertait avec vigueur au milieu du XXe siècle, c'était Jean Rostand, qui dit, voilà, il y a une forme de contradiction incroyable, c'est que d'un côté, la science nous dit, et il fait référence à la science de la biologie de son époque, il ne fait pas référence du tout à la physique contemporaine, la science nous dit que tout est déterminé, que la liberté n'existe pas, que nous sommes que des intégrales de réflexes, etc. Autrement dit, que tout rapport à des valeurs, à des principes, ou juste, injuste, ou bien de mal, n'a aucun sens si tout est déterminé. Et en même temps, nous sommes une civilisation qui, en même temps qu'il brandit la science comme étant une valeur, brandit l'humanisme, le respect de la dignité humaine, des valeurs universelles, du moral. Or, la société ne comprend pas qu'il y a une contradiction entre les deux. Jacques Monod, dans Le hasard à la nécessité, dans les années 60, dit voilà, il y a une sorte de schizophrénie culturelle, lui-même a une approche qui est d'abord matérialiste. Il dit voilà, il y a une contradiction entre ce que nous dit la science de l'homme et ce que nous dit tout le discours humaniste et moral. Heidegger, dans sa lettre sur l'humanisme, il dit voilà, il y a quelque chose d'impensé dans l'humanisme, l'humanisme s'y réfère à la science, or elle se réfère à une science qui chosifie l'homme et qui du coup perd quelque chose de la transcendance de l'homme, de l'infini qui l'habite. Et donc, la nécessité pour la médecine de ne pas s'appuyer simplement sur son référentiel scientifique, il est d'autant plus fondamental que la médecine ne se veut pas simplement scientifique mais humaniste. Je laisse de côté la référence à cette révolution qui a eu lieu au XXe siècle avec la physique quantique qui est venue un petit peu bouleverser tous ces présupposés mécanistes, matérialistes, déterministes. Je ne l'évoque pas parce que ce serait un peu trop facile et que par ailleurs, ça suscite très souvent la méfiance de la part de ceux qui n'ont pas forcément, qui craignent que la mobilisation de la physique quantique soit une sorte d'instrument pour légitimer. Donc gardons la science non quantique, la science classique. Et c'est celle-ci que la biologie, sur laquelle s'appuie la médecine, utilise. La biologie ne mobilise pas encore la physique quantique pour comprendre les phénomènes du vivant. En tout cas, pas dans nos contrées. Donc, qu'il s'agisse de la psychologie, qu'il s'agisse des sciences humaines, qu'il s'agisse d'approche de l'être humain qui déborde le champ de la science, il y a quelque chose qui demande de la part des institutions, mais y compris du monde de la médecine conventionnelle, de la curiosité, de l'intérêt, pour ce qui puisse bénéficier aux patients. Vous voyez cette manière qu'il y a de croire que seul quelque chose qui serait validé scientifiquement, quelque chose qui relèverait de la science et de la science objective, aurait un intérêt et une raison d'être, c'est une des caractéristiques, le mot a été lancé tout à l'heure, du scientisme. Mais il y a une autre dimension du scientisme qui apparaît immédiatement dans ce débat, dans cette tension, dans ce quiproquo. Une autre dimension du scientisme qui a grandi au XIXe siècle, dans un moment de fièvre autour du progrès scientifique, du pouvoir de la raison, des lumières, etc., c'est de croire que grâce à la méthode scientifique, grâce à la rigueur scientifique, nous allons pouvoir produire un discours, des vérités, un système de vérités qui sera sûr et certain. Et qui feront qu'avec le temps, au fur et à mesure du temps, nous allons pouvoir accumuler des vérités sans jamais se dédire et revenir sur ce qu'on a dit. Puisque la méthode est censée produire la vérité sûre et certaine, départagée. C'est ce que croient les scientifiques, c'est ce qu'ont cru les scientifiques, et semblent malheureusement encore croire certaines personnes. Or, et toute la philosophie des sciences et toute l'histoire des sciences est venue démentir cette croyance-là. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que l'histoire, c'est pas le cas des mathématiques, parce que c'est une science formelle, mais pour tout ce qui relève des sciences expérimentales, on n'a pas affaire à simplement quelque chose de cumulatif. Il y a des bouleversements, il y a des choses qui ont été validées, soi-disant, par la méthodologie scientifique, puis ensuite sont remises en cause, du fait, pour beaucoup de raisons, je ne vais pas tous les donner. Mais d'abord, parce que, du point de vue de toute démonstration qu'on veut faire, et ça date de l'époque des sceptiques, toutes les démonstrations reposent sur des principes que vous ne démontrez pas, en maths ça s'appelle des axiomes. Pour ce qui est des sciences expérimentales, le raisonnement inductif qui nous amène à généraliser quelque chose qui a été répété plusieurs fois risque d'être trompeur, parce que tout d'un coup on tombe sur un élément qu'on n'avait pas vu. Nos techniques sont en évolution, donc ce que nous sommes capables de démontrer à un certain moment de l'évolution technique peut-être va être remis en cause avec les progrès techniques. Pour tout un tas de raisons,
Les techniques qu'on utilise pour mesurer les phénomènes sont eux-mêmes, comme disait Bachelard, des théories matérialisées. Donc, c'est-à-dire que toute hypothèse scientifique, toute modélisation en biologie ou en physique s'appuie sur des postulats et des présupposés qui vont témoigner d'un certain nombre de leur pertinence, mais qui vont peut-être être à un moment ou à un autre remis en cause. Donc c'est toujours dans un certain cadre, dans un certain paradigme, qu'un modèle se pose. Ça ne conduit pas à du relativisme, ni à un rejet de l'idée qu'il y a un progrès scientifique. Il y a bien un progrès scientifique. Pourquoi ? Parce que les modèles que l'on propose s'améliorent au fur et à mesure pour expliquer le réel. Donc il y a bien un progrès scientifique. Mais ça reste des modèles. C'est ce qui fait que nous sommes passés d'un rapport scientiste à la science, qui est de croire que la science est le lieu de la vérité, le lieu seul, etc., à un rapport beaucoup plus humble à la science qui est partagé maintenant par n'importe quel grand scientifique qui a fait un peu d'histoire des sciences et philosophie des sciences, c'est-à-dire un scientifique ne prétend plus avoir la vérité sur le monde, mais de proposer un modèle qui, pour le moment, est celui qui est le plus performant dans l'état actuel de nos connaissances et de nos techniques. Ce qui ramène, vous voyez, à une relation beaucoup plus humble à ses propres connaissances et à l'invocation de la science. Application de notre relation à l'altérité. Dès lors, lorsque nous sommes face à une discipline qui nous est étrange, qui ne correspond pas à notre paradigme, qui ne correspond pas à notre modèle d'interprétation, qui ne correspond pas à notre système conceptuel, nous ne pourrons pas d'emblée immédiatement le rejeter comme nul et non avenu. Cela demande curiosité, intérêt, c'est d'ailleurs une caractéristique de l'esprit scientifique. Je dois donner deux exemples de sortes de verrouillages mentaux auxquels on assiste. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai dit, la médecine conventionnelle s'appuie sur une biologie, une science biologique, dont les présupposés, au moins depuis Galilée, sont des présupposés matérialistes, mécanistes et déterministes. J'ai aucun problème avec ces présupposés. Ils ont été très porteurs, ils ont permis de faire des bonds énormes dans la compréhension des mécanismes du vivant. Mais ça reste des présupposés philosophiques. Le matérialisme, le déterminisme et le mécanisme ne sont pas le fruit de la recherche scientifique. C'est son présupposé, en tous les cas dans la science classique. Dès lors, il n'y a aucun problème à se dire matérialisme, mécanisme, déterminisme, mais simplement, ce qu'il faut pas. Le problème, c'est qu'on pense que notre matérialisme, mécanisme, c'est du scientifique. Non, c'est une croyance sur laquelle on s'appuie, c'est un postulat ou un présupposé sur lequel on s'appuie, et qui a sa pertinence méthodologiquement, ne serait-ce que méthodologiquement pour essayer de produire du savoir. Et donc, lorsqu'on se retrouve face à des disciplines, face à des approches de la santé, de l'être humain, qui ne répondent pas à ces présupposés, mécanisme, matérialisme, déterminisme, on ne peut pas les rejeter au nom de la science. Deuxième exemple. Toute notre société est organisée autour d'une conception de l'homme qu'on appelle binaire, physique, psychique. Notre système de santé est organisé là-dessus. Soit tu as un problème au corps, soit tu as un problème psychique, l'un ou l'autre. Pendant des milliers d'années, et dans de nombreuses civilisations, la vision de l'homme n'est pas binaire mais ternaire. Chez les Grecs, soma, psyché, pneuma. Chez les Latins, corpus, animus, spiritus. Ce qu'on traduit ici parfois par corps, âme, esprit. Et pour les anciens, le psychique et le spirituel, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc lorsqu'on prend en compte la santé d'un individu, il y a la dimension physique, il y a la dimension psychique, mais il y a aussi la dimension du pneuma, du spiritus, du spirituel. Donc il y a toutes sortes d'approches qui ne correspondent pas à notre paradigme anthropologique, qui le correspondaient avant l'arrivée de la modernité. À l'époque médiévale encore, c'était ce triptyque-là. Et donc, est-ce que lorsqu'on rejette une discipline parce qu'elle évoque des dimensions qui ne correspondent pas à notre paradigme, est-ce qu'on le fait au nom de la science ? Non, on le fait au nom d'un paradigme, c'est-à-dire d'un système de représentation qui est fondé sur une vision anthropologique. De la même manière, lorsqu'on a dans la médecine chinoise ou de la médecine indienne l'idée qu'il y a un corps grossier, ce que nous on appelle le corps, et un corps subtil ou un corps énergétique sur lequel vont s'appuyer toute une médecine, toute une thérapeutique, tout un tas de formations, d'enseignements, d'exercices pour prendre soin des gens, pour quelqu'un qui est dans le paradigme occidental, c'est abracadabrant. Qu'est-ce que c'est le corps énergétique ? Ça ne fait pas partie de notre univers
intellectuel, notre univers conceptuel. Mais c'est pas parce que ça ne fait pas partie de notre univers conceptuel que c'est forcément faux. On a le droit de le penser, mais notre pensée n'est pas de la science, c'est une croyance. Et donc, on se retrouve dans une situation où des personnes se retrouvent, on en a désigné quelques-uns sans les nommer tout à l'heure, des personnes se retrouvent à invoquer la science dans une relation en réalité assez naïve à la science, dans une relation scientiste à la science. Et ce qui les conduit, et ça c'est le paradoxe qui est assez frappant, à être des défenseurs de la science, mais en voulant être le défenseur de la science, ils viennent nier l'esprit même de la science. Explication. D'abord, cela les conduit à se rigidifier autour de leur soi-disant savoir scientifique, stabilisé comme s'il était fixe et immuable. Notre interlocuteur tout à l'heure l'a bien exprimé. Et donc, cela les conduit à refuser tout ce qui serait hors du champ de ce savoir-là. Et à refuser même le dialogue, à refuser de se rendre curieux de ce qu'il aurait absolument, qui est étranger à ce discours. Or, le présupposé de l'esprit scientifique, c'est de ne pas préjuger, mais c'est d'examiner avant de juger. On ne demande à personne de valider a priori une discipline, quelle qu'elle soit. Mais par contre, a posteriori, peut-être. Ce qui demande examen, évaluation. Or, ce à quoi on assiste très très souvent de la part des gens qui, en toute bonne foi, en toute sincérité, je veux bien le croire, tentent de défendre la médecine scientifique, c'est d'incarner le contraire de l'esprit scientifique. Et cela vient heurter la sensibilité de beaucoup de vous dans cette salle, mais vient heurter la sensibilité de beaucoup de Français qui attendent de gens qui se réfèrent à la science cette humilité, cette curiosité et ce jugement après examen et non pas avant examen. Et donc ça vient produire une forme de discrédit sur le monde scientifique lui-même. Lorsque la société civile a le sentiment que des gens qui sont scientifiques parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas évalué, qu'ils n'ont pas étudié. Deuxième expression assez forte, c'est la mobilisation de termes infamants pour essayer de disqualifier son interlocuteur, là encore, sans examen. Une manière d'essayer de jouer sur l'esprit grand public, ça s'appelle la rhétorique, et ça a toujours été utilisé dans l'histoire. À l'époque de l'obscurantisme religieux, on en criait, voilà, il suffisait de dire que quelqu'un était hérétique, c'était tout, c'était terminé. Que c'était une sorcière, c'était tout, c'était terminé. Et on ne va pas plus loin. Et notre société continue à fonctionner aussi sur le mode des étiquettes. Je ne vais pas décliner toutes les étiquettes, on en a entendu un certain nombre tout à l'heure. Alors parfois c'est une étiquette, parfois ce sont des expressions qui sont absolument vides de contenu. Oui, Platon avait cette formule, maintenant plus de 2000 ans, il dit « La perversion de la cité commence par la perversion des mots ». Et on se trouve dans cette perversion des mots. Je vais vous donner un exemple. Le mot secte, par exemple. Dérive sectaire, c'est une secte. Est-ce qu'une secte, c'est un lieu dans lequel il y a de l'escroquerie et non, parce que l'escroquerie peut y en avoir partout. Vous pouvez avoir un garagiste qui vous escroque, c'est pas une secte. Bon. Donc, est-ce qu'une secte, c'est lorsqu'il y a abus de confiance? Là encore, vous avez de l'abus de confiance dans les familles, vous avez de l'abus de confiance, on n'est pas forcément des sectes. Si on est rigoureux du point de vue de l'usage de l'étymologie des mots, et sectaire, tout groupe humain, ça peut être un groupe religieux, ça peut être un groupe, une discipline de santé, lorsque ce groupe refuse que ses membres aient toute relation avec des gens hors de cette communauté. Et sectaire, lorsqu'un groupe humain refuse tout dialogue, tout débat avec ceux qui ne font pas partie de leur groupe. C'est ça qui est sectaire. Et le sectarisme peut toucher une discipline qui se veut médicale ou soi-disant médicale, elle peut toucher une communauté religieuse, elle peut toucher la communauté scientifique lorsqu'elle adopte cet état d'esprit-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui, de ce point de vue-là, si on applique ce que je viens de dire, dans le comportement de l'individu, de refuser de dialoguer avec ceux-mêmes qu'elle désigne comme de titre infamant,
c'est typique l'exercice de l'esprit sectaire. Et ça, moi je vous le dis en tant que philosophe, mais inconsciemment, c'est peut-être pas formulé, mais le grand public, une grande partie du grand public le ressent et le perçoit. Et je ne sais pas si tous ceux qui, en voulant défendre la science, en ont bien conscience de ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont en train de produire une défiance encore plus grande envers la science qu'ils chérissent tant. Voilà. Mais pour comprendre véritablement les tensions et les conflits qui traversent notre sujet aujourd'hui, il faut remonter à quelque chose qui est beaucoup plus singulier, parce qu'au fond, ce que j'ai expliqué est quelque chose au fond d'assez intemporel. Ce sont des mécanismes psychologiques qui sont mis en place. Ce qu'il y a de véritablement nouveau, et j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'article auquel Bernard a fait référence, c'est que nous sommes en train de vivre une transition vers un nouveau paradigme dans notre rapport au savoir. C'est-à-dire que la modernité s'est construite autour de la méthode scientifique, la raison, son lieu, la référence du lieu de la vérité, c'était la science, qui se fonde, bref, sur la méthode scientifique, et elle a produit l'esprit du scientisme que je décrivais tout à l'heure. Simplement, ce qui s'est produit à l'intérieur même du paradigme moderne, c'est qu'on a compris que, je l'ai dit tout à l'heure, la science ne produit pas la vérité mais des modèles, que ce qui fait la pertinence d'un modèle, c'est pas tant la méthode que l'efficacité de notre système théorique. Et 3, que pour pouvoir expliquer le réel, on est parfois obligé d'utiliser des modèles qui sont concurrents et contradictoires. C'est ce que la physique au XXe siècle a montré, c'est ce que les mathématiques, à travers les multiples, c'est pour ça qu'on met un S à mathématiques, c'est qu'on utilise des modèles en physique, par exemple, je sais pas, le modèle quantique, le modèle de la théorie de la relativité, c'est pas totalement convergent, c'est pas totalement unifiable, en tout cas pour l'instant. Mais néanmoins, on adopte des modèles différents, on adopte des modèles mathématiques, tantôt euclidiennes, différents, parce que pour expliquer tel ou tel phénomène, c'est ce qui est le plus prédictif, c'est ce qui a la plus grande force d'efficacité pour expliquer les phénomènes. Autrement dit, tous ces éléments vont conduire à un nouveau paradigme dans le rapport à la connaissance. Alors on peut l'appeler postmoderne, mais ce terme a été utilisé pour désigner beaucoup de choses, qui repose sur le premier principe, qui est que on ne va plus appeler quelque chose comme vrai parce qu'il est le fruit de la bonne méthode et qui correspond à notre système conceptuel de représentation, mais on va s'intéresser à un système de représentation pour en évaluer l'efficacité. Et c'est seulement l'efficacité qui déterminera la validité ou non, ou en tout cas l'intérêt qu'on peut apporter à cette discipline. Deuxième principe, on fait le deuil de l'idée qui habitait aussi bien l'homme des sociétés traditionnelles que la modernité à travers la science, c'est de croire qu'on peut enfermer la vérité du réel dans un seul système de représentation. Dans ce nouveau paradigme vers lequel on est en train de se diriger, qui a déjà commencé, c'est qu'on est prêt à adopter un pluralisme de systèmes de représentation qui ne sont pas forcément convergents, mais qui ont témoigné d'un certain intérêt. On fait le deuil de l'idée sur laquelle la raison humaine, le langage humain, un système intellectuel pourrait enfermer la vérité du monde. C'est vrai pour la physique, c'est vrai pour la biologie, mais c'est encore plus vrai pour la médecine. Il ne s'agit absolument pas ici de tomber dans le relativisme. Pourquoi ? Parce que tout ne se vaut pas. Il y a certaines disciplines, certaines pratiques, certaines méthodes qui ont plus d'efficacité que d'autres. C'est pour ça que la science moderne continue toujours à avoir dans ce paradigme moderne, dans ce paradigme postmoderne, une place centrale, fondamentale, précisément parce qu'elle a montré son efficacité, sa pertinence pour une quantité de symptômes, de maladies, etc. Et on continuera à faire appel à elle. Mais on ne réduira pas son champ de lecture de la réalité simplement à un seul modèle. Si j'applique concrètement cela, quelqu'un qui serait dans la mentalité moderne, comme ça a été omniprésent sous l'ère coloniale, on découvre quelque chose comme la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise, d'emblée on le rejette comme nul et non avenu parce que ça n'obéit pas à notre méthodologie, ça raconte des choses abracadabrantes, des choses complètement symboliques qui n'ont rien à voir avec nous, on ne sait même pas la peine de s'y intéresser. Ça c'est l'attitude du moderne. L'attitude du postmoderne, c'est-à-dire on ne va pas forcément le valider, mais on va avoir la curiosité de s'y intéresser, de voir qu'est-ce qu'il pratique, comment ça fonctionne, est-ce que ça a une efficacité sous tel symptôme, lesquels,
Dans quel cas est-ce qu'il y a un rapport bénéfice qui peut être peut-être meilleur pour tel symptôme? C'est comme ça que fonctionne avec intelligence l'homme de demain, et certains déjà aujourd'hui. Et déjà dans la société civile, ce mouvement a déjà commencé. Ce passage du paradigme moderne au paradigme postmoderne, il ne se fait pas du jour au lendemain, et déjà le paradigme de la civilisation traditionnelle, qui était dans la simple fidélité aux anciens, à l'émergence d'une société qui va mobiliser la raison critique, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et ça a suscité au niveau institutionnel, au niveau des pouvoirs, des résistances, des crispations, des raideurs qui ont été très fortes dans ce passage. Nous sommes dans cette phase de transition où nous faisons l'expérience de ces raideurs, de ces crispations, et à l'heure où je vous parle, dans certains pays plus que d'autres, en France certainement plus qu'ailleurs, au niveau académique et institutionnel, ce qui est encore dominant, c'est la mentalité moderne. Voilà pourquoi vous rencontrez toutes ces résistances et pourquoi même le monde juridique prend le pas de cette fermeture et de ces crispations. Mais ça ne peut pas tenir dans le temps. Ce n'est pas le vent de l'histoire, ce n'est pas le vent de la pertinence, ce n'est pas le vent de la vérité, ce n'est pas le vent de l'efficacité, et ce n'est même pas le vent de la science, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ce n'est qu'une question de temps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais la bataille est déjà perdue pour tous ceux qui essaient de s'accrocher, et la violence, je dirais, systémique, elle est d'autant plus forte qu'elle sent bien qu'au niveau de la société civile, elle est de moins en moins suivie. Et donc quand est-ce que le château de cartes s'effondrera, je ne sais pas. Mais le rôle de nos pouvoirs politiques, le rôle des citoyens, ça va être d'essayer, avec intelligence, d'accélérer ce basculement dans ce troisième paradigme, avec la rigueur de ceux qui ne veulent pas céder au relativisme. Je vais vous proposer de conclure. Très bien. Alors je conclurai sur un dernier point, c'est que derrière tout ce débat, il y a aussi un enjeu qui est d'ordre politique, c'est-à-dire notre vision de la société. Lorsqu'on est face à quelque chose qui est purement de l'ordre de la crispation idéologique, on peut bien le dire comme ça, ce qui se manifeste toujours dans l'histoire, c'est la volonté totalitaire au fond. C'est de vouloir enfermer tout le monde dans un même modèle, le refus du pluralisme, du débat dans l'espace public, et de vouloir mettre au pas les corps. Voyez ? Et c'est le propre du totalitarisme contre lequel nous mettons en garde Hannah Arendt. Est-ce que vous voulez une société où il va y avoir l'État, avec l'assistance de ces techniciens, qui vont décider pour tout le monde du vrai et du faux, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de la manière dont vous allez vous soigner, ou est-ce qu'au nom de l'humanisme, vous avez un respect pour la personne humaine, pour la liberté de conscience, la liberté de disposer de votre corps, ce qui n'empêche pas l'État d'essayer d'informer, d'éduquer, d'évaluer et d'hiérarchiser les pratiques, mais ce qui relève ensuite de ce que l'individu veut choisir pour lui-même. Quel modèle de société nous voulons? Est-ce que nous voulons une société totalitaire qui va jusque dans le choix individuel du rapport à son propre corps, dans la mesure, bien évidemment, on n'empiète pas sur la santé des autres, ou est-ce que nous voulons une société qui respecte la dignité, le respect de l'intégrité morale, psychique, de conscience des individus? Derrière, il y a cet enjeu-là aussi. Merci de votre attention.